en plus d'ouvrir cette session. Alors, effectivement, les hasards du calendrier font que ce séminaire consacré à la République commence en quelque sorte par la fin, enfin presque par la fin, puisqu'il y a des choses après Aristote, mais, et que donc je vais l'ouvrir en commençant par un examen critique et un regard rétrospectif porté sur l'œuvre. Ce regard, c'est celui du premier lecteur et premier critique de Platon, son ancien disciple Aristote. Et si la critique faite par Aristote de la République de Platon est intéressante, outre sa portée historique en tant que première critique du communisme, c'est d'une part parce qu'elle se fait, comme on le verra, au plus près du texte platonicien, et donc qu'elle constitue un bon exercice de lecture. En analysant les points les plus saillants de cette critique, on sera en effet conduit à relire de près certains passages de la République. Mais il me semble d'autre part intéressant de voir ce qu'Aristote a retenu de la République, c'est-à-dire de quel point de vue il mène son examen. En se focalisant sur la question du commun, en se demandant quelle extension il faut lui donner dans la cité, l'examen critique qu'il mène de la République, depuis ce point de vue donc du commun, de l'extension du commun, me paraît fidèle finalement à l'accent que Platon lui-même a mis sur la question de la communauté, comme on le verra à partir des textes, non seulement de la République, mais même des lois que j'ai mis dans l'exemplier. De ce que Socrate présente sous la forme des trois vagues, qui ne manqueront pas de choquer ses interlocuteurs autant que le sens commun, l'égalité d'éducation entre les hommes et les femmes, la mise en commun des femmes et des enfants, les philosophes rois, c'est sans doute la seconde, celle de la mise en commun, qui continue de nous interpeller, de nous troubler et peut-être de nous questionner politiquement de la manière la plus profonde. Et ce n'est donc pas un hasard si c'est justement sur cette mise en commun que la critique aristotélicienne a concentré son regard et ses critiques, n'accordant par contraste que peu ou pas d'attention à l'égalité d'éducation et de fonction entre hommes et femmes et aux philosophes rois, dans la critique qu'il mène au livre 2 de la politique. C'est donc autour des rapports du propre et du commun que je propose de regarder les grandes lignes de la lecture aristotélicienne de la République. La question qui me guide sera de savoir jusqu'où il est possible d'étendre le propre pour construire le commun, et s'il est possible d'étendre le propre pour construire le commun, faut-il abandonner le propre ou bien au contraire partir de ces derniers, le développer correctement pour élaborer sur cette base, le commun qui fait le fond de la cité. Alors pour cet exposé, je procéderai en 3 temps. Le premier temps sera le plus bref, il consistera à rappeler et à justifier cet angle d'attaque aristotélicien autour de la question de l'extension de ce qui est commun entre les citoyens dans la communauté politique. Dans un second temps, je reviendrai sur les dispositions du livre 5 de la République, donc à partir d'un parcours de des passages pertinents du livre 5, et les justifications qui sont avancées par Socrate pour rendre raison de cette mise en commun de la famille et des biens. Enfin, dans le troisième et dernier temps, je reviendrai à la critique aristotélicienne pour en mesurer l'acuité textuelle et surtout en faire apparaître le levier qui me paraît résider dans l'importance qu'Aristote attribue au propre et qu'il nous invite à comprendre non comme un obstacle à la réalisation du commun, mais comme un point d'appui pour faire émerger les vertus qui font de la cité une véritable communauté. Alors, si vous m'entendez correctement, je commence. Alors, d'abord, donc, le critère d'examen des constitutions autour de la question « qu'est-ce qui est commun ?» Aristote ouvre le livre 2 de la politique, donc consacré à l'examen des principaux modèles de constitution, que ce soit des constitutions réellement existantes ou restées à l'état de projet,
en présentant donc sa question directrice qui va guider son enquête, méthodos. En fonction de quels critères va-t-on évaluer les constitutions existantes, comme Sparte ou Carthage, ou celles qu'ont dessinées en pensée différents théoriciens, Platon, Phaléas de Chalcédoine, Hippodamos de Milet. Ce critère, donc, c'est celui de l'extension de la communauté. La cité est une forme de communauté, cela a été établi dès les premières lignes de la politique, puisque nous voyons que toute cité est une certaine communauté, koinonian tina, c'est même la plus éminente des communautés. Et donc c'est l'étendue de cette koinonia qui constitue le principe en fonction duquel on va évaluer les constitutions et déterminer laquelle est la plus valable de toutes. Aristote énumère 3 modalités possibles de cette communauté, totale, nulle ou partielle. L'idée que la communauté pourrait être nulle est d'emblée écartée puisque ça contredit le concept même de cité, dont on vient de dire que c'est une certaine communauté. Communauté qui suppose au moins la forme minimale de commun qu'est le lieu, le territoire. Il reste donc essentiellement 2 modalités à examiner. Une communauté totale, dont la République va être l'illustration, et une communauté partielle ou limitée, avec certaines choses mises en commun et non pas d'autres. C'est donc depuis ce principe, Aristote parle d'arché, ce critère de l'extension de ce qui est mis en commun, qu'Aristote commence son enquête sur les constitutions par l'examen de la République de Platon. La communauté totale incarnée par la République consiste en la mise en commun de 3 types d'éléments, les enfants, tekna, les femmes, gunaikes, et les possessions, pteseis. Les 4 chapitres qui composent la critique de la République soumettent ainsi à l'examen la communauté des femmes et des enfants, principalement dans les chapitres 3 et 4, et la communauté des biens dans le chapitre 5. Il me paraît donc important de souligner que, conformément au programme qu'il s'est fixé à l'ouverture du livre 2, c'est bien la question du commun, de l'extension de la communauté, qui, en un sens, unifie, au moins globalement, l'examen auquel Aristote soumet la République dans les chapitres 2 à 5 du livre 2. Certes, dans la politique, il y a d'autres critiques qui sont faites ou seront faites à la République. Critique de la psychologie morale des gardiens, je vous renvoie au livre 7, chapitre 7, 1328 à 10-16, critique de la genèse de la cité à partir de ses parties indispensables, que Platon a eu le tort de situer d'abord dans les métiers subvenant aux besoins. Je vous renvoie au livre 4, chapitre 4, 1291 à 11-24, critique de l'explication des changements de constitution, qui a été proposé par Platon au livre 8 et 9 de la République. Je vous renvoie au livre 5, chapitre 12, 1316 à 1b26, critique de certains dispositifs assez précis dans l'éducation musicale. Au livre 8, chapitre 7, 1342 à 32b1, et j'en oublie sans doute. Mais donc, s'il y a d'autres critiques faites à la République, c'est bien le régime de la communauté qui constitue, selon lui, le cœur des dispositions constitutionnelles de la République. J'en prends pour témoignage un bref passage du chapitre suivant, le chapitre qui suit immédiatement l'examen de la République et qui est consacré cette fois-ci aux lois. Et c'est mon premier texte où Aristote nous dit que dans la République, Platon a traité essentiellement de peu de choses, la mise en commun et l'organisation en 3 classes. Donc texte 1. Socrate a traité de très peu de choses en détail, de la façon dont il faut instituer la communauté des femmes et des enfants et de la propriété, ainsi que de la structure de la Constitution. Alors, il va immédiatement ajouter quand même que Socrate a quand même parlé un petit peu de l'éducation des gardiens, hommes et femmes, mais on voit que là, la République est quasiment résumée à cette question de la communauté. Donc, que l'extension de la communauté constitue, l'extension maximale, constitue le cœur de la constitution présentée par la République, c'est donc le diagnostic d'Aristote. Ce diagnostic semble d'ailleurs se trouver confirmé par le petit résumé que les lois, au livre 5, donnent de la constitution idéale, dans laquelle il est bien difficile de ne pas reconnaître la constitution de la République.
cette constitution idéale, c'est le modèle par rapport auquel il va falloir faire un pas en arrière, quitte à perdre en perfection pour gagner en faisabilité. Je vous renvoie à mon texte 2, donc tiré des lois, livre 5. Première est donc la cité et la constitution, et les lois sont les meilleures, là où l'ancien dicton se réalise dans toute la cité au plus haut degré possible. Il nous dit que ce qui est aux amis est réellement commun. Par conséquent, qu'existe actuellement quelque part, ou que doivent exister un jour la communauté des femmes, la communauté des enfants, la communauté de la totalité des biens, partout ce dispositif, etc. Donc, le but qui guise partout ce dispositif, ce qui est dit propre, se voit extirpé de la vie partout et entièrement, et on s'est ingénié à faire en sorte que, dans la mesure du possible, ce qui est par nature propre devienne commun d'une manière ou d'une autre. Donc, le but qui guide la mise en place de la communauté totale dans la République apparaît nettement dans ce résumé qu'en donne ce passage des lois. Or, le chapitre 2 du livre 2 de la politique commence par expliciter l'hypothèse de Socrate, le postulat qui guide la construction de sa constitution, à savoir l'exigence d'unité maximale de la cité, conçue comme le but qu'elle doit chercher à atteindre, ce que ne contredit pas, bien au contraire, le résumé qu'en donnent les lois. Je vous renvoie à la fin du passage du texte 2. Quelles que soient les lois qui réalisent l'unité maximale accessible par la cité, jamais personne, ayant posé une autre définition au comble de la vertu, n'en trouvera une qui soit plus juste ni meilleure que cela. Alors, maintenant que j'ai posé ce principe, le cœur de la République tel qu'il est perçu par Aristote et tel qu'il va guider son examen, voyons comment se construit cette critique aristotélicienne. Elle commence par se situer sur un plan théorique, en discutant ce postulat, cette hypothèse, avant, donc ça elle va le faire principalement dans le chapitre 2, avant d'examiner les modalités pratiques, concrètes, d'une telle réalisation de l'unité maximale par les dispositifs communautaires. Le chapitre 2 donc, critique le postulat de base de la cité construite dans la République en objectant qu'il contredit la nature de la cité, qui est d'être une multiplicité, et que la réalisation de cette unité maximale, à supposer qu'elle soit possible, mènerait donc la cité à sa perte. Et cela pour deux raisons. Cela signifierait la faire régresser aux parties qui la constituent, et qui sont plus unes qu'elle, la famille, l'individu. Or, la cité, donc je résume un petit peu le chapitre 2 du livre 2, or la cité est une unité composée d'éléments différents spécifiquement, ce en quoi elle se distingue d'ailleurs d'autres types de communautés, par exemple une alliance militaire ou un peuple, et c'est cette multiplicité d'éléments différents, de parties fonctionnelles différentes, qui est précisément nié par la cité platonicienne de la République. Et Aristote remarque aussi que la sauvegarde de la cité est davantage réalisée par l'égalité réciproque, par l'alternance aux fonctions de gouvernement, qui est un dispositif qui, respectant donc cette multiplicité interne à la cité, respectant la diversité des fonctions, produit une unification qui n'est pas une réduction brutale à l'unité. Il remarque aussi que cette unité de la cité, obtenue depuis la multiplicité et non pas contre elle, doit être assurée par l'éducation, comme il l'indique un peu plus loin dans le chapitre qui clôt l'examen de la République en 2.5, 1263, B 30-37. Deuxième raison pour laquelle l'unité maximale, si elle était réalisée, mènerait la cité à sa perte, l'autarcie, qui est caractéristique de la cité, est un bien. Or, du point de vue de l'autarcie, la cité est supérieure à la famille ou l'individu, pourtant plus un que la cité. Donc, cette critique théorique qui porte sur le postulat de base de l'unité est ensuite suivie d'une critique pratique, qui observe les modalités concrètes de la mise en commun des femmes et des enfants et des biens dans les chapitres 3 à 5.
Alors, je voudrais faire remarquer que cette critique aristotélicienne, elle est construite sur un mouvement assez familier finalement, assez coutumier dans la pensée d'Aristote lorsqu'il critique Platon. Il me semble qu'on peut faire un parallèle entre cette structure, d'abord une objection théorique et ensuite des objections pratiques, un parallèle avec la structure de la critique aristotélicienne de l'idée du bien déployée dans chacune des deux éthiques, éthique à Nicomaque et éthique à Eudème, où on a de la même façon d'abord une critique sur le principe, entre guillemets, sur la notion d'idée, en montrant qu'elle n'est pas applicable au bien, et ensuite Aristote en viendra à une critique pratique en montrant que même si l'idée du bien existait, elle ne serait d'aucune utilité pour l'action. Donc, il me semble qu'il y a assez souvent dans cette critique aristotélicienne de Platon, enfin en tout cas au moins dans ces deux endroits-là, un même mouvement. On critique d'abord le principe, puis en accordant en quelque sorte le maximum à l'adversaire, en se plaçant dans sa perspective, on déploie dans un second temps le reste de la critique en montrant que même en adoptant ces présupposés, cela aboutirait à un échec, cela ne marcherait pas. Et c'est un peu ce même mouvement qui me paraît à l'œuvre dans les chapitres 2 à 5 à propos de la République. Donc même si on était prêt à accorder à Platon que l'unité maximale soit effectivement le plus grand bien pour les cités, il n'en reste pas moins que ce but ne serait pas réalisé par les moyens que Platon a choisis, qui se heurtent à toutes sortes de difficultés et d'objections. C'est pour ça que ce mouvement du même si, de la concession, me semble illustré par le début du texte 3 que j'ai cité dans l'exemple. Reste maintenant à entrer dans le détail de ces raisons. Et on va voir en entrant dans le détail que la critique d'Aristote suit d'assez près le texte platonicien, le citant presque parfois littéralement, ou en tout cas avec pas mal d'effets d'écho assez précis, entre le livre 5 de la République, autour de 460 des pages 462-465, et donc les chapitres 3 à 5 de la politique d'Aristote. C'est la raison pour laquelle je propose de revenir d'abord au texte platonicien lui-même, celui de la République, et à la manière dont Socrate justifie les résultats attendus de la communauté des femmes, des enfants et des biens, avant de revenir au texte aristotélicien. Donc, je viens à mon deuxième point, qui tient dans les effets attendus de la communauté dans la République. Alors, après avoir exposé les modalités concrètes de la mise en commun des femmes et des enfants, notamment en matière de reproduction et de soins des nourrissons, Socrate doit expliquer pourquoi il voit dans cette mise en commun l'instrument de l'unité de la cité, le moyen de mettre fin aux divisions. Notons qu'il avait déjà justifié, mais assez rapidement, à la fin du livre 3, l'absence de propriété privée chez les gardiens. Il expliquait assez rapidement que pour que les gardiens demeurent des gardiens et ne se retournent pas contre les citoyens qu'ils sont censés protéger, il y avait plusieurs remparts. Le premier rempart, et le plus important, c'est celui de l'éducation qu'ils ont reçue et qui est le garant de la solidité de leurs dispositions éthiques qui font qu'ils poursuivent d'abord l'intérêt commun. Et donc le but de l'éducation éthique qu'ils ont reçue, c'est d'arriver à ce que les gardiens, en toutes circonstances, restent attentifs à l'intérêt commun, ce qui demande qu'ils y soient attachés affectivement. C'est mon texte 4. Mais on se souciera, kedoito, le plus de ce pourquoi on se trouve éprouvé de l'affection. Or, ce qu'on aime le plus, c'est ce dont on pense qu'il a le même intérêt que soi-même et que s'il est heureux ou s'il réussit, on se trouvera aussi être heureux ou réussir et que sinon, ce sera l'inverse. Le souci, donc, fait remarquer Socrate, va de pair avec un enracinement de nature affective, ce qu'il faudra garder en tête lorsqu'on reviendra à la critique d'Aristote. Donc, à ce stade de la République, c'est d'abord, comme je viens de le rappeler, sur la solidité des vertus acquises lors de la première éducation que Socrate compte. Le gardien, sélectionné par une série d'épreuves, restera fidèle à l'opinion que l'intérêt de la cité coïncide avec le sien propre. Cette conviction, acquise via l'éducation, a été encore renforcée par le noble mensonge de l'autochtonie, mais néanmoins,
Socrate va prendre une précaution supplémentaire, celle de réglementer le mode de vie des gardiens, le régime de leurs habitations. C'est à ce moment qu'il introduit l'absence de propriété privée. Les habitations seront communes, les besoins de l'entretien des gardiens seront couverts par la cité, les repas seront communs et ils ne posséderont pas d'argent. Ce sont les deux textes suivants de République 3. D'abord, que personne ne possède de patrimoine qui lui soit propre, sauf le strict nécessaire. Ensuite, que personne n'ait d'habitation ou de cave ou rien de tel dans lesquels quiconque le veut ne puisse entrer. Un peu plus loin. Et ainsi, ils assureront leur salut et celui de la cité. Dès lors qu'ils posséderont en propre de la terre, une habitation et de la monnaie, ils deviendront maîtres de maison et cultivateurs au lieu de gardiens. Donc ça, c'est ce qui se passe s'il n'y a pas la communauté des biens, si la propriété privée n'est pas supprimée. Hein, mais, j'aurais dû rajouter un mais dès lors qu'ils posséderont en propre de la terre, une habitation et de la monnaie, ils deviendront maîtres de maison et cultivateurs au lieu de gardiens, et des maîtres hostiles au lieu d'être des alliés du reste des citoyens. Alors, à ce moment-là, la justification philosophique profonde de cette disposition n'est pas entièrement explicitée. L'absence de propriété privée est simplement présentée comme une garantie supplémentaire du fait que les gardiens ne feront pas passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général et resteront fidèles à leur fonction qui est de protéger. Sans propriété privée, il n'y a pas de risque qu'ils se replient sur la sphère privée, celle de l'oikos, qui est d'ailleurs la sphère inférieure des producteurs. Il n'y a pas de risque qu'ils redeviennent des oikonomoi et des cultivateurs. Voilà la première exposition de la mise en commun au niveau des biens, mais sans justification particulière, ou particulièrement développée. D'ailleurs, la communauté des biens ne fait pas partie des vagues, c'est-à-dire des trois dispositions proprement scandaleuses que Socrate aurait préféré passer sous silence, tant elles choquent le sens commun. Peut-être n'est-elle pas ressentie comme aussi choquante, même si elle n'est pas sans déclencher immédiatement la protestation d'Adimante, au début du livre 4, qui s'insurge contre le fait que les gardiens de Socrate seront les plus malheureux des hommes, alors que eux qui sont les plus valeureux mériteraient d'être les plus heureux. C'est d'ailleurs le même Adimante qui demandera des précisions sur la communauté des femmes et des enfants qui avait été évoquée en passant par Socrate au livre 4, 423e, à propos du proverbe « Entre amis, tout est commun », c'est mon texte 5. Car si, bien éduqués, donc il s'agit toujours des gardiens, ils deviennent des hommes mesurés, ils décerneront tout cela aisément, ainsi que le reste que nous laissons actuellement de côté, la possession des femmes, les unions et la procréation, parce qu'il faut rendre tout cela le plus possible conforme au dicton qu'entre amis, tout est commun. Donc c'est seulement au livre 5, à partir de 462a, que Socrate est amené à produire la justification de la mise en commun des femmes, des enfants et des biens, puisque ce qui vaut pour la première forme mise dans forme de communauté, communauté des femmes et des enfants, vaudra aussi pour la communauté des biens, comme le rappellent les lignes 464b-c. Alors, quelles sont les étapes de cette justification ? D'abord, l'unité est présentée comme le plus grand bien pour la cité. Cette unité, ce lien entre les citoyens, s'exprime sous la forme, deuxièmement, de la communauté de plaisir et de peine entre eux, qui est opposée à la division qu'exprime l'expérience divergente de ces mêmes sentiments. Le troisième point est que l'unanimité sur ce qui est considéré comme à moi, comme sien, est présentée comme la condition de la communauté de plaisir et de peine. Et une fois que, après avoir comparé cette communion dans le plaisir et la peine avec l'unité indéfectible de l'individu, avec la célèbre image du doigt, du fait d'avoir mal au doigt, tout l'individu a mal, même quand c'est que dans une partie, l'unité de la cité est ainsi vérifiée. La possession commune de ce qui est traditionnellement ressenti comme à soi est bien le moyen d'arriver à la communauté de peine et de plaisir.
Alors je ne vais pas revenir sur la première étape, l'unité comme plus grand bien de la cité, puisque j'en ai déjà parlé avec la critique aristotélicienne de ce postulat de base. Je vais passer directement au deuxième point, au fait que l'unité de la cité, le lien entre ses citoyens, se manifeste par la communauté de plaisir et de peine. C'est mon texte 6. Donc la communauté de plaisir et de peine lie ensemble la cité lorsque, le plus possible, tous les citoyens se réjouissent et s'affligent à peu près des mêmes gains et des mêmes pertes. Tout à fait. Or, l'appropriation personnelle de tels sentiments est facteur de dissolution lorsque les uns souffrent, les autres se réjouissent de ce qui affecte la cité et ceux qui font partie de la cité. Alors, une petite remarque de vocabulaire ou de traduction dans ces lignes sur l'opposition entre deux termes, koinonia et idiosis, qui va véritablement structurer l'ensemble du passage qui va de 462 à 465. Et un petit point de traduction. Donc, idiosis, qui est dérivé de idion, et qu'on peut traduire par propre ou par privé ou par particulier. En effet, le grec dispose de deux termes pour exprimer la notion de propre. Deux adjectifs, l'adjectif idion, qu'on va voir ici dans ces pages de la République, et l'adjectif oikeion, qu'on va voir aussi un peu moins. Ces deux termes sont parfois simplement synonymes et substituables l'un à l'autre, mais on peut aussi les distinguer parce qu'ils s'articulent autour de deux oppositions qui viennent en déterminer le sens. Oikeion s'oppose plus directement, donc le propre, à ce qui est étranger, à l'autrion, comme on va le voir aussi dans d'autres passages de l'exemplier, et l'idion, le propre, s'oppose davantage à ce qui est commun, koinon. Donc le propre comme idion renvoie à une qualité particulière qui distingue, qui singularise un être, alors qu'on pourrait dire, si on essaye de faire des différences entre les champs sémantiques des termes, celui d'oikeion, dérivant d'oikos, le foyer, dénote davantage l'appartenance. Et d'ailleurs, cette expression de l'appartenance par l'adjectif oikeios s'applique aussi bien à des choses qu'à des êtres, des choses comme les propriétés, les parties du corps, qu'à des êtres. C'est pourquoi, le spectre des traductions de oikeios est vaste, mais on le traduit aussi souvent par apparenté. Et la reconnaissance de l'appartenance va de pair avec une relation affective. Les oikeioi, ce sont ceux à qui on est lié par le sang et par des liens d'affection qui naissent d'une vie commune. Mais il y a d'autres contextes où ce même adjectif peut être aussi utilisé, au sens un peu plus banal de propre, pour renforcer ou remplacer le possessif, d'habitude exprimé par un adjectif ou un génitif de possession. Alors, j'ai souligné ça parce qu'on va devoir un peu naviguer entre ces deux termes qui signifient le propre, tant dans les textes platoniciens que dans les textes aristotéliciens. Donc ici, ce qui est à l'œuvre, dans l'opposition entre koinonia et idiosis, c'est l'opposition entre le propre, idion, et koinon, le commun. Alors, j'ai essayé de traduire, en tout cas dans les traductions de travail que je vous ai communiqué, le plus possible, autant que c'était possible, idion par propre plutôt que par privé, pour une raison précise. Parce que ce qui me semble, et ce que je voulais essayer de montrer aussi dans cette communication, c'est que tant chez Aristote que chez Platon, il se joue quelque chose entre ces deux termes quasi synonymes pour signifier le propre. Il y a un jeu entre deux sens du propre, le propre comme privé et le propre comme apparenté, comme signifiant l'appartenance. Et donc, j'ai voulu traduire idion par propre pour qu'on ne perde pas finalement ce jeu autour de l'ambiguïté du terme et ce jeu que permet la quasi-synonymie d'idion et d'oikeion. Donc, c'est pour ça que j'ai traduit ici idiosis par appropriation personnelle en reprenant la traduction de Pierre Pachet, parce que dans appropriation personnelle, on entend le propre dans appropriation. Alors que on trouve d'autres traductions qui tout à fait justifiables, comme expression privée, par exemple. Donc, dans ces lignes, Socrate, j'ai fini sur mon excursus sur la traduction, Socrate commence par opposer le propre, donc le privé, comme facteur de singularisation, de désunion, et le commun comme manifestation de l'unité. Cette opposition,
d'ailleurs, se trouvera pleinement explicité par les lois, qui va, ouvrage dans lequel les mouvements contraires de l'intérêt pour le propre, l'intérêt privé et de l'intérêt commun vont être absolument explicites dans un passage qui me semble assez parallèle à ces lignes de République 5. Alors c'est le texte qui s'appelle 8 sur l'exemplier, mais qui n'est pas du tout 8, puisqu'il y a une grosse erreur. Donc on va dire que c'est le texte 6 bis, puisque après il sera suivi d'un texte 7. Donc c'est le texte des lois 9 875 AB. En effet, il est d'abord, parce qu'après il y aura le vrai texte 8. En effet, il est d'abord difficile de comprendre que tout art politique véritable doit se préoccuper non pas du propre, mais du commun, car le commun lie ensemble, tandis que le propre divise les cités, et que cela bénéficie à la fois au commun et au propre, aux deux, si le commun, plutôt que le propre, est correctement institué. Et un peu plus loin, à propos du dirigeant, qui a supposé qu'il ait compris ce principe de l'art politique, il ne saurait jamais se tenir à cette conviction, ni passer son existence en cultivant dans la cité ce qui est commun, tout en subordonnant le propre au commun. Au contraire, la nature mortelle le précipitera toujours vers l'insatiabilité, donc la pléonexia, et l'égoïsme, l'idiopragia. Les lois, donc, dans ces lignes, explicitent la force contradictoire du mouvement de l'intérêt privé, centrifuge, et de celui de l'intérêt commun. C'est contre la force centrifuge du propre, au sens de privé, qu'il s'agit de lutter. Et on verra en effet, à l'issue de ces pages de la République du livre 5, de 462 à 465, comment, par suppression de l'idione, au sens du propre au sens de privé, Socrate entend faire émerger et rendre possible le commun. Le propre est ainsi pointé, l'idione, comme ce qui fait obstacle à la venue du commun, un obstacle qu'il faut donc supprimer. Et je reviens pour expliciter cette intention au premier texte des lois que je vous avais cité, donc qui était le texte 2 à la fin de loi 5 739 CD. Donc par tout ce dispositif, ce qui est dit propre se voit extirpé de la vie partout et entièrement, pour faire en sorte que tout devienne commun. Alors, on peut se demander pourquoi Socrate met en avant le phénomène du plaisir et de la peine comme signe de l'expression de l'unité ou de la division de la cité. Une première explication tient au fait qu'il s'agit là, le fait de partager ou non le plaisir ou la peine, d'une des caractéristiques traditionnelles, endoxales de l'amitié. Pour ça, on peut se tourner vers le témoignage d'Aristote, qui dit qu'une des caractéristiques de la philia, c'est justement le partage des plaisirs et des peines, le fait de ressentir en commun avec l'ami joie et chagrin. Je vous renvoie au texte 7. Or, l'amitié, c'est précisément ce qui fait l'unité, le lien des cités. Et donc, il s'agit d'arriver à faire que les citoyens soient véritablement amis les uns des autres, de sorte que leur unité affective, leur lien affectif se manifeste par la communauté des plaisirs et des peines. Cette communauté étant donc le signe, dans la classe des gardiens, que ceux-ci sont véritablement amis. Mais il y a un second élément d'explication qui peut apparaître, notamment à la lecture de ce qui suit, lorsque Platon remonte à la condition de cette communauté du plaisir et de la peine, à savoir l'unanimité sur ce qui est considéré comme sien. Et là, je me tourne vers mon véritable texte 8, République 5, 462d. Est-ce qu'un tel phénomène, donc la communauté du plaisir et de la peine, ne vient pas du fait que les gens dans la cité ne prononcent pas en même temps, donc la non-communauté, les expressions suivantes, c'est à moi et ce n'est pas à moi, et de la même façon pour c'est à autrui. Il s'agit donc de comprendre pourquoi l'expression de la propriété, ce qui appartient ou non à l'individu, est indiquée comme le facteur d'une communauté ou d'une non-communauté de plaisir et de peine. En effet, on se réjouit ou on s'afflige de ce qui est à soi, de ce qui nous concerne en propre. Et c'est dans la mesure où quelque chose nous concerne, touche à notre bonheur,
à notre intérêt, qu'on y est attaché, qu'on éprouve pour celle-ci de l'affection. On peut donc rapporter ce passage sur la communauté du plaisir et de la peine, depuis l'expression du sentiment de propriété, à celui que j'avais cité un peu plus haut, de République 3, 412, c'était le texte 4, sur les conditions du souci. Il était dit dans ce texte qu'on se souciait d'une chose ou d'un être si elle était l'objet de notre affection et si l'intérêt de cette chose ou de cet être coïncidait avec le nôtre, de sorte que sa réussite, son bonheur, coïncide avec le nôtre. Or, c'est bien le sentiment de bonheur, de réussite, de prateigne ou de kakos prateigne, qui est à l'origine d'un certain plaisir, comme le montre aussi un passage des Lois, dans lequel le sentiment de plaisir et le fait de se penser heureux ou malheureux est explicité. C'est le texte 9 de Loi 2, 757c. Est-ce que nous nous réjouissons lorsque nous nous estimons heureux? Et à l'inverse, lorsque nous nous réjouissons, nous estimons-nous heureux? Est-ce qu'il n'en va pas ainsi? Ces lignes donc peuvent nous être utiles pour reconstituer les différentes pièces de l'argument. Le plaisir et la peine viennent du sentiment de bonheur et de malheur, lesquels s'appliquent nécessairement à soi ou bien à ce dont le sort est lié au sien propre. Si ce qui nous appartient, ce qui est lié à nous, est heureux ou malheureux, réussit ou échoue, il s'ensuivra qu'on éprouvera plaisir et peine. Dès lors, la condition pour que plaisir et peine soient véritablement communs, c'est bien qu'ils portent sur les mêmes choses ou les mêmes êtres considérés comme à soi. D'où la conclusion qui est tirée dans le texte 10, République 5, 463e. Donc, dans toutes les cités, c'est surtout dans celle-ci que les citoyens prononceront d'une même voix, si quelqu'un est heureux ou malheureux, les expressions mentionnées tout à l'heure. Ce qui est à moi est heureux ou ce qui est à moi est malheureux. Or, avec cette conviction et cette expression, nous disions qu'il en découle que les plaisirs et les peines sont communs. Socrate a donc identifié le sien, ce qui nous appartient comme le support du plaisir et de la peine, selon que ce sien est heureux ou malheureux, réussit ou échoue. Or, ce qui fait partie du soi, le sien, c'est d'abord la famille, ce qu'on appelle justement les siens, c'est-à-dire, du point de vue du citoyen grec masculin, sa femme et ses enfants. Je vous ai donné dans le texte 11 un témoignage du fait que le soi, ce qui est sien, englobe les membres de sa famille, tiré du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque, qui explique qu'il n'y a pas d'injustice au sens strict envers ce qui nous appartient. Or, notre bien, ici ça désigne l'esclave, et notre enfant, c'est l'enfant qui m'intéresse ici, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge et se soit séparé de nous, donc ça ne vaut que pour l'enfant, sont comme une partie de nous-mêmes, et personne ne choisit de se nuire. Donc, l'enfant est soi, et sien, fait partie de soi. Et donc le fait que ce qui fait partie de l'oikos, les oikeioi, soit à soi-même, c'est d'ailleurs explicité par Platon dans le texte 12, celui qui lui est apparenté, oikeion, il le considère comme l'un des siens, et le dit tel, celui qui est étranger, comme n'étant pas l'un des siens. Et rappelons, d'ailleurs au passage, que la fonction du gardien, élaborée au début de la République, au livre 2, c'est justement de faire la différence entre le propre et l'étranger. Alors maintenant, quel est le point suivant? Le point suivant, il a trait au langage. Le langage va fonctionner comme le révélateur, l'expression de ce sentiment du soi et de ce qui nous appartient. Il s'agit donc de faire en sorte que les mots « le mien » ou « ce qui n'est pas à moi », qui signalaient la séparation des personnes et des intérêts, se retrouvent à s'appliquer à la même chose, à converger sur les mêmes objets. Il s'agit d'obtenir que cette expression du propre, émone, se trouve signifiée et désignée non plus quelque chose qui me sépare des autres, qui m'en distingue en me singularisant, en m'individuant, mais qu'elle vienne désigner ce qui me relie aux autres, ce que j'ai en commun avec eux. C'est le texte 12. Et parmi tes gardiens, y a-t-il quelqu'un d'entre eux qui pourrait considérer et désigner l'un de ses collègues comme étranger? En aucun cas.
car quiconque rencontre-t-il, il considérera qu'il rencontre là un frère, une sœur, un père, une mère, un fils, une fille, ou des descendants ou aïeux de ceux-ci. On voit que la division traditionnelle entre oikeion, ce qui est apparenté, et allotrion, ce qui est étranger, qui distingue ce qui est à l'intérieur de l'oikia et ce qui est à l'extérieur, subit dans la communauté des gardiens une transformation radicale. Grâce à la communauté des épouses et des enfants, chaque gardien ne fera plus que rencontrer des parents partout. La qualification d'oikeion s'applique à n'importe lequel des individus qu'il rencontre, et la qualification d'allotrion est inutile, du moins à l'intérieur de la cité parfaite. Or, de la mise en commun des femmes et des enfants, qui fait que tout gardien regardera comme ses enfants, les enfants qui sont de l'âge de ceux qu'il aurait pu ou qu'il a pu engendrer, il ne résulte pas simplement un changement dans le langage, qui fait que le gardien appelle par des noms signifiant la parenté n'importe quel autre gardien qu'il rencontre. Le langage, insiste Socrate, doit avoir un effet performatif et être suivi d'actions concrètes, manifestant la réalité de ce lien de parenté. L'appellation n'est pas de pure forme, Socrate attend qu'elle soit l'expression d'une pensée, d'une conviction, le terme c'est dogma, qui se traduit en action. Cette conviction doit donc s'exprimer de manière efficace et affective dans les comportements, renforçant le respect mutuel et l'attention portée aux autres, puisqu'on s'intéresse généralement plus à ses proches qu'à toute autre personne. Il s'agit d'exporter à l'ensemble de la classe des gardiens la force des liens familiaux, la puissance des sentiments filiaux, qui sont des garanties contre certaines mauvaises actions. C'est la suite de mon texte 12. Voilà de belles paroles, mais dis-moi encore ceci, est-ce que tu leur imposeras par la loi pour eux seulement ces noms qui expriment la parenté, ou bien imposeras-tu aussi qu'ils accomplissent toutes leurs actions conformément à ces noms, etc., et qu'ils témoignent envers leur père du respect que la loi ordonne vis-à-vis des pères, de l'attention et de la soumission qu'il faut avoir envers les parents. L'expression d'une telle parenté étendue se retrouve dans le partage des plaisirs et des peines et dans l'utilisation des possessifs miens et non miens, de sorte que toute la communauté agisse et réagisse comme une seule et même personne. Cette utilisation commune du langage de la possession et la communauté donc, du plaisir et de la peine ainsi obtenue assure des liens affectifs intenses entre les concitoyens. C'est ainsi que la justice de Socrate, destinée à créer la plus forte des filiales, garantit ou doit garantir que le souci de l'autre soit toujours effectivement présent dans cette conception. Cet autre n'est plus considéré comme un étranger, mais comme un proche, comme oikeion, c'est-à-dire comme appartenant ou attaché à soi-même. Ce sont ces deux points, le point du langage et le point des comportements, qui vont faire précisément l'objet de la critique aristotélicienne. C'est-à-dire ce en quoi Socrate voit la réalisation de la communauté des plaisirs et des peines, l'unanimité sur ce qui est considéré comme le mien, et donc le fait que la réforme de la parenté par Socrate soit effectivement suivie des faits dans les comportements. Aristote objectera qu'on ne pourra pas attendre des gardiens de la République les attitudes morales qu'on attend vis-à-vis de ses proches. On voit donc à l'issue de ce parcours du livre 5 que Socrate attend de la mise en commun des femmes et des enfants une suppression de ce qu'il a identifié comme la racine de la division, l'idione, l'intérêt privé, la sphère du propre qui comprend les siens, femmes et enfants, et les biens. Mais cette suppression de l'idione doit se faire par le biais d'une extension à l'ensemble de la communauté des gardiens. Il ne s'agit pas tout simplement de bannir l'usage des termes « le mien », « pas le mien », il s'agit au contraire de l'étendre jusqu'à l'ensemble des membres d'une même classe. C'est mon texte 13. Est-ce que donc, comme je le dis, aussi bien les prescriptions précédentes que celles d'à présent, donc les prescriptions précédentes c'est la communauté des biens, celles d'à présent c'est celle plutôt de la communauté des femmes et des enfants, n'en font pas encore davantage des gardiens authentiques et empêchent qu'ils ne divisent la cité en appliquant le terme « à moi » non pas à la même chose, mais chacun a des choses différentes, l'un tirant vers sa maison ce qu'il peut acquérir à l'écart des autres, l'autre faisant de même vers sa maison à lui, différente, et avec une femme et des enfants différents,
en éprouvant des plaisirs et des douleurs qui leur seront propres au sujet de choses qui leur sont propres. Idion, onton, idias. Au contraire, grâce à une unique conviction concernant ce qui leur appartient, eni dogmati tu oikeiou peri, tous, dans la mesure du possible, tous nos gardiens, dans la mesure du possible, ne tendent-ils pas vers la même chose et ne partagent-ils pas les mêmes peines et plaisirs? Ce qui me paraît significatif dans ces lignes, c'est que si on a bien la suppression de l'idion, du propre au sens de privé, de ce qui sépare, on n'a pas pour autant l'abolition du propre au sens de oikeion, de ce qui appartient, de l'apparenté. Or, l'oikeion est une notion importante pour Platon, qu'il mobilise dans un certain nombre de contextes mettant en jeu la relation avec autrui, notamment dans les enquêtes portant sur ce qu'on peut appeler les deux vertus relationnelles, que sont amitié et justice. Alors, je ne peux pas développer ce point qui m'entraînerait trop loin, mais j'ai essayé de montrer que la notion d'oikeion joue un rôle structurant dans la République, notamment dans la définition de la justice comme oikeiopragia, faire ce qui nous est propre. Et par ailleurs, la notion d'oikeion est également un concept central dans le lysis, dialogue centré sur la recherche d'une définition de l'amitié, puisque cette notion constitue une quasi-solution, avortée en dernière minute, à l'aporie de l'amitié. Développer ces deux points m'entraînerait trop loin, mais je voulais simplement attirer l'attention dans ce passage-là du texte 13, sur ce passage discret de l'idion à l'oikeion. En supprimant l'idion, Platon ne veut pas tant rétrécir le soi qu'au contraire l'étendre. Et donc cette extension du soi par la suppression de tout ce qui est privé pourrait donc être lue à partir de cette distinction entre deux formes de propre. Le propre comme privé et le propre comme apparenté, comme approprié. Il y aurait une conception négative et une conception positive du propre. En tout cas, on peut trouver aussi des traces de cette distinction possible dans les lois, donc après la République, où Platon semble opposer avec un peu plus de netteté ces deux formes positives et négatives de rapport au soi. Je m'appuie notamment sur certaines analyses qu'a développées André Lacks dans un article sur les lois de 2013, Private Matters in Plato's Laws, et dans un ouvrage à paraître sur ce dialogue où il confronte deux passages des lois, celui que j'ai cité tout à l'heure, le texte 6 bis, du propre comme privé, pointé comme antisocial, cause des divisions de la cité, et un autre passage, qui est mon texte 14, dans lequel il y a un autre propre, qui constitue le vrai soi, le cœur de la personne morale, et qui est situé donc dans l'âme. Voilà, peut-être que dans les lois, on a des moyens d'appuyer cette distinction qui me semble présente dans le passage du livre 5 de la République entre ces deux directions du propre. Donc, si à la lumière de cette distinction entre deux formes de propre, il me semble donc qu'on voit comment il s'agit bien dans la République d'éradiquer l'oikeion pour construire un propre élargi, oikeion, qui se comprend comme apparentement et qui relie les gardiens aux autres membres de leur classe plutôt qu'ils ne les en éloignent. Et si cette hypothèse donc, de lecture est fondée, alors on pourrait affirmer que Platon aurait en fait bien perçu ce que précisément Aristote va lui objecter, à savoir la force des liens familiaux, la force de ce sentiment du propre, et qu'il n'aurait pas tenté de le supprimer, mais tenté plutôt de l'utiliser, de le réinvestir dans le commun, dans une famille élargie à la cité. Peut-être son objectif est-il justement de transférer la puissance du lien qui nous attache à ce qui nous est propre au commun. Néanmoins, et j'en arrive enfin à la critique aristotélicienne, cette entreprise est totalement illusoire selon Aristote, parce que justement, elle a détruit ce qui est à la racine du sentiment du propre, à savoir la conscience, la reconnaissance de ce qui est à soi et le plaisir qui en découle. Le cœur de la critique aristotélicienne à la République de Platon me semble donc tenir
à la question de savoir comment on institue le commun, non pas contre le propre, entendu comme le privé, mais à partir de ce dernier. J'en viens donc à mon troisième et dernier point, la lecture aristotélicienne sur du propre comme nécessaire racine du commun. Lorsqu'on lit les pages d'Aristote qui critiquent la République de Platon, on a parfois par endroits l'impression que cette critique est un peu réductrice par rapport à l'ampleur de l'œuvre et qu'Aristote ne fait pas vraiment toujours preuve de beaucoup de charité interprétative. Mais il me semble que cette impression peut être au moins légèrement contrebalancée par cette ligne directrice, ce fil rouge que lui donne le critère que constitue l'extension de la communauté. Et il me semble donc qu'à partir de ce fil rouge, on peut, en parcourant les arguments donc sur l'extension de la communauté et de la question du savoir comment on passe du propre au commun, donc on peut voir, en parcourant les arguments divers avancés dans les chapitres 3 à 5 du livre 2 de la politique, que la critique d'Aristote suit en fait de manière assez précise le texte platonicien. Il y a certains passages, on verra, sont vraiment de quasi-citation. Alors, il faut rappeler qu'Aristote, s'il critique la volonté platonicienne d'unité comme excessive, partage cependant avec Platon la thèse que l'amitié est bien le plus grand bien pour les cités et que les dispositions législatives doivent effectivement s'efforcer de la susciter. On en a divers témoignages, d'abord sous la forme des endoxa recueillis au début du livre 8 de l'Éthique à Nicomaque, qui certes ne sont peut-être que des idées admises, mais que Aristote serait prêt à les assumer. Je vous cite Éthique à Nicomaque 8.1, 1155 à 22. On dit que l'amitié unit les cités et que les législateurs s'en soucient plus que de la justice. Et c'est confirmé par un passage du livre 2, qui est mon texte 15, de Politique 2, 4, 1262 B7. En effet, nous pensons que l'amitié est le plus grand bien pour les cités, car c'est ainsi qu'elle verse le moins dans la guerre civile. Alors ici, on n'a pas affaire simplement à des opinions admises. Aristote partage, me semble-t-il, ce point de vue. Mais donc, s'il est d'accord sur le fait que l'amitié est le plus grand bien pour une cité, Aristote diverge fortement d'avec Platon sur les moyens de susciter cette amitié. Platon n'a pas utilisé les bonnes recettes car il a fondamentalement méconnu le rôle du propre, le sentiment de ce qui est à soi, dans l'amitié et dans le développement des vertus. Et c'est ce propre qui est en question, ce qu'on a vu, Platon avait peut-être déjà bien perçu, dans notre attachement aux membres de notre famille, à nos parents et à nos biens. Alors, Aristote, dans sa critique, revient d'abord sur certains arguments qu'on a vus de la République, à commencer par l'argument du langage, des appellations. Dès le chapitre 3, il pointe le paralogisme sous-jacent, l'amphibologie sous-jacente à l'expression « tous disent mien telle ou telle chose ou telle personne ». Il y débusque, en bon dialecticien, une faille dans le raisonnement socratique en montrant qu'il y a en effet deux manières d'entendre le « tous ». Il faut faire retour à mon texte 3, à la suite du texte que je n'avais pas lu. Donc on revient au texte 3, Politique 2.3, 1261b. Cela non plus ne me semble pas être démontré par l'argument que tous disent en même temps « ceci est à moi et ceci n'est pas à moi », où Socrate voit le signe que la cité est parfaitement une. En effet, le terme « tous » se prend en deux sens. Si d'un côté il désigne chacun en particulier, on aurait peut-être davantage ce que veut réaliser Socrate. Mais en réalité, ce n'est pas en ce sens que le diront ceux qui ont en commun femmes et enfants, mais au sens de tous collectivement, et non pas de chacun d'eux en particulier. Et il en ira de même pour le patrimoine, qui sera à tous collectivement, et non pas à chacun d'eux en particulier. Pour que le tous implique communauté véritable, concorde véritable, il faudrait que le terme ait son sens exclusif et distributif, qu'il englobe chacune des individualités concernées, au lieu de désigner simplement un ensemble. Or, ce qu'Aristote présume, c'est que tous aura davantage un sens
purement collectif, purement inclusif. Tous diront bien la même chose, mais cette unanimité ne sera pas synonyme d'accord véritable, faute que chacun se sente véritablement concerné par ce mien qui n'en est pas véritablement un. En effet, l'objet de l'affection et l'objet de l'attention s'est vu considérablement dilué. Comme Aristote le montre ailleurs dans les Éthiques, l'objet de la philia ne peut pas être indéfiniment multiplié. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'avoir peu d'amis plutôt que beaucoup. Aimer étant une activité, on ne peut pas être en activité en même temps vis-à-vis de plusieurs personnes à la fois, car on ne peut pas partager les perceptions, sentir avec plusieurs personnes à la fois. Donc ça, c'est ce qu'il montre Aristote, notamment dans le livre 7 de l'Éthique à Eudème. Je n'ai pas mis les passages, mais j'en ai mis déjà beaucoup, 7.2 et 7.12, et aussi au livre 9 de l'Éthique à Nicomaque, chapitres 9 et 10. Dès lors, Aristote en tire la conclusion que ce commun, même sous la forme des enfants, se trouvera nécessairement négligé, justement parce qu'il ne sera pas ressenti comme propre, comme appartenant véritablement à l'individu. Je cite le texte 16, « Car ce qui est commun à beaucoup de monde reçoit fort peu de soins. En effet, on se soucie avant tout de ce qui est propre et moins de ce qui est commun, ou pour autant que chacun est concerné. » On remarquera que dans ces lignes, le vocabulaire du soin est très présent. 1261 B33, épimeleia, B34-36, frontizousi, frontizontos, et le contraire, oligoreo, négligé, faire peu de soins. 1262 B20, diafrontizei, 1262 B22, kedestai. Or, de quoi prend-on soin? De quoi se soucie-t-on? Aristote va donner une réponse précise à cette question quelques lignes plus loin. On se soucie avant tout de ce qui est à soi, de ce qu'on perçoit comme sien. Je renvoie au texte 15. En effet, il y a deux choses pour lesquelles les hommes font preuve le plus de soin et d'affection, le propre, idion, et l'objet d'amour. Ceux qui vivent sous un tel régime, donc le régime de la communauté platonicienne, ne pourront disposer d'aucun des deux. Les deux termes, idion et agapéton, sont dignes de remarque parce qu'ils peuvent renvoyer aux deux objets qui cristallisent les attachements humains, les possessions, qui seraient plutôt de l'ordre de l'idion, et les membres de la famille, plutôt de l'ordre de l'objet d'amour, notamment les enfants. Mais Aristote les rassemble dans une même analyse, puisqu'il relève d'un même ressort, celui du propre, comme je vais essayer de le montrer à présent. Socrate de la République, mais avant d'en venir à cette démonstration, le ressort de la critique aristotélicienne, c'est que le Socrate de la République semble formuler le souhait contradictoire de conserver la force de l'affection familiale, de l'oikeiotes, tout en noyant ce qui est à la racine, à savoir le sentiment du propre, faute que le citoyen puisse savoir où se situe ce qui est à lui. Le même diagnostic vaudra d'ailleurs pour les propriétés. Aristote y prédit un même désintérêt pour ce qui, étant à tous, n'appartient plus à personne. Vouloir créer ce sentiment du tout, ce sentiment d'appartenance à une communauté, est illusoire si on a sapé cette racine de l'attachement qu'est le sentiment du propre, de ce qui est à soi. C'est ce que révèle l'analyse des affections humaines portant sur les enfants et sur les possessions, qui sont reconduites par Aristote à une même racine, le sentiment de soi et de ce qui nous appartient, c'est-à-dire en définitive à l'attachement à soi-même. Je renvoie au texte 21, on fait un petit saut jusqu'au texte 21. De plus, pour ce qui est du plaisir, il importe à un point incomparable de considérer quelque chose comme à soi, car il n'est pas possible qu'existe en vain l'amitié que chacun a pour soi-même, cela est naturel. Aristote pointe dans ces lignes le plaisir attaché à la perception de l'idion. Et cette naturalité, il le relie à la naturalité de l'amour de soi. Cette naturalité de l'amour de soi, qui nous fait privilégier l'intérêt privé sur l'intérêt commun, on l'a vu, mise en évidence par Platon dans les Lois. Platon y voyait une marque de l'humaine nature, du caractère mortel de la condition humaine, une faiblesse inhérente à cette condition incarnée et irrationnelle. Que dire alors de cet attachement à ce qui est à soi ? Doit-on en rester au constat pessimiste sur la nature humaine
que tirait Platon dans les Lois, à savoir qu'il y a un égoïsme indéracinable de l'être humain. Aristote ne va pas tirer cette conclusion. Il va s'attacher à mettre en évidence une valeur plus positive du propre en y découvrant la matière d'une activité et le support du développement des vertus. C'est ce qu'on va voir en éclaircissant l'origine de cet attachement au propre. Alors, les textes qui vont remonter à la racine de ce plaisir du propre, qui est signalé dans le texte 21, se trouvent plutôt dans les éthiques. Et c'est là aussi que je refais un petit point de traduction. Là, dans le texte 21, c'est bien idione, mais j'ai déjà souligné que les termes peuvent être quasi synonymes. Effectivement, dans les textes des éthiques que je vais citer à présent, c'est plutôt le texte oikeion qui est présent, mais il me semble que la démonstration reste valable, que c'est bien la même chose qui est en question. C'est dans les éthiques, en effet, que Aristote remonte à l'origine de l'attachement que nous éprouvons pour le propre, qui se manifeste notamment dans le rapport que nous entretenons avec les richesses. Je vous renvoie au texte 17. Il est plus facile de ne pas prendre que de donner, on se défait moins volontiers de ce qui nous est propre qu'on ne s'abstient de prendre à ce qui appartient à autrui. Alors la difficulté qu'on a à se séparer de ces biens, de ces richesses, ne s'explique pas seulement par un penchant trivialement matérialiste de l'être humain. Aristote remarque en effet, dans l'analyse de la générosité, donc c'est la vertu d'éleutériotès, que par ailleurs, il remarque par ailleurs que ceux qui ont hérité de leur richesse, au lieu de l'acquérir par leurs efforts, se montrent en général plus facilement généreux, parce qu'ils sont moins crispés sur ce qui leur appartient et sont donc moins réticents à donner leur bien que si ce bien provenait du fruit de leur activité, de leur labeur. C'est le texte suivant, Éthique à Nicomaque 4.2, 1120 B 11.14. Ceux qui n'ont pas acquis mais ont hérité de leur propriété semblent être plus généreux, car ils n'ont pas l'expérience du besoin, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt, et tous aiment davantage ce qui est leur œuvre à eux, à l'instar des parents et des poètes. Donc, si on donne moins facilement ces richesses quand on les a soi-même acquises, c'est parce qu'elles sont notre œuvre. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le parallèle que fait Aristote entre les richesses, les biens matériels et les enfants, parallèle qui va permettre de faire ressortir l'amour des parents pour leurs enfants. Il va permettre donc de faire ressortir le dénominateur commun de cet attachement aux richesses et aux enfants, à savoir le lien entre le propre et l'activité. Alors, ces lignes donc, qui comparent l'attachement aux richesses à l'attachement des parents pour leurs enfants et des poètes pour leurs œuvres, et une comparaison qu'on retrouve dans l'Éthique à Nicomaque un peu plus loin, et notamment dans le chapitre 7 du livre 9, consacré au paradoxe de la bienfaisance. Aristote doit y rendre compte du fait que, contre toute attente, c'est le bienfaiteur qui éprouve plus d'affection pour son obligé que le bénéficiaire qui a pourtant reçu les largesses du bienfaiteur. Donc là, il y a quand même un mystère dans cette affection du bienfaiteur pour son obligé. Et pour percer ce mystère, Aristote a recours à une double analogie, développant un parallèle entre le couple bienfaiteur-bénéficiaire d'un côté et le couple qui relie les artistes à leur œuvre, couple qui est lui-même rapproché du couple qui lie les parents à leur progéniture. Chacune de ces trois relations, bienfaiteur-bénéficiaire, artiste, œuvre, parent, enfant, met en jeu la notion de propre. Alors, je ne vous ai pas cité ce texte dans l'exemplier, mais j'aurais dû. C'est Éthique à Nicomaque 9.7, 1167 B 33. Chacun aime davantage l'œuvre qui est la sienne qu'il ne serait aimé par cette œuvre si elle devait s'animer. C'est peut-être par excellence ce qui se passe chez les poètes. En effet, ils aiment plus que tout leurs propres poèmes auxquels ils sont attachés comme à leurs enfants. Donc on retrouve la comparaison entre les poèmes et les enfants, les parents et les artistes.
Le cas des productions artistiques et de la progéniture met en évidence le rapport particulièrement fort que l'individu entretient avec ce qui lui est propre en tant qu'il est son œuvre, c'est-à-dire le produit de son activité. C'est ce que met en évidence aussi l'analyse du cas de l'affection parentale qui est citée dans mon texte 18. Je vois que je suis un peu en retard, alors je ne vais pas le lire, où il s'agit d'expliquer pourquoi les parents éprouvent pour leurs enfants davantage d'affection que ces enfants pour leurs parents. Et ça s'explique aussi par rapport au sentiment du propre. Le sentiment d'appropriation, d'appartenance, y est dissymétrique parce que le géniteur a une plus vive conscience de celui qui l'engendre que la progéniture n'en a de celui qui l'a engendré. Les parents sont quelque chose d'eux-mêmes pour les enfants sont quelque chose d'eux-mêmes pour les parents, comme une extériorisation d'eux-mêmes, parce qu'ils sont un produit de leur activité. Et donc, le cas des parents et des artistes fait apparaître le fondement, en quelque sorte, métaphysique de l'affection qu'on a pour le propre, à travers ce qui nous est propre. C'est notre activité, notre œuvre, c'est-à-dire notre être en acte, qui s'exprime et à quoi nous sommes attachés. Donc le propre, entendu comme le produit de notre activité, explique l'intensité de l'affection que nous portons à nos enfants comme à nos possessions. Le cas parallèle des enfants et des richesses qu'on a soi-même acquises converge vers la thèse que le penchant pour ce qui est notre œuvre prend racine dans l'attachement au fait d'exister à travers notre activité. Activité qui constitue le terme sous-jacent et commun à ces deux instanciations de la relation au propre. Dans nos enfants comme dans nos richesses, que nous reconnaissons comme à nous, c'est quelque chose de nous, de notre être, qui trouve à s'exprimer. Le plaisir pris à l'Idione, dont il était question au texte 21, se révèle un plaisir dont la nature et la puissance vont bien au-delà de l'instinct de possession. Il engage un rapport à notre être, à notre activité, à nos actes. Donc l'attachement au propre est bien inhérent à la nature humaine, mais pas au sens pessimiste où l'entendait le Platon des lois, comme la marque d'une nature mortelle portée à l'insatiabilité et à l'égoïsme. Il comporte une positivité qui explique pourquoi il est non seulement vain, mais aussi néfaste de chercher à éradiquer ce lien humain à ce qui nous est propre. Et je voudrais donc mettre en rapport ce plaisir pris à ce qui nous est propre à la reconnaissance de ce qui est le produit de notre activité, le plaisir pris à ce qui nous est propre, le mettre en rapport avec ce qu'Aristote diagnostique dans ses chapitres du livre 2 de la politique sur la tendance humaine à rechercher les ressemblances, même dans la cité platonicienne qui aurait réussi à dissoudre la structure familiale. C'est, à mon avis, à travers ce prisme qu'on peut lire le texte 19, qui dit qui ne se contente pas de dire finalement que la relation affective va se trouver dissoute à proportion du nombre potentiel de citoyens entre lesquels elle doit se diviser. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la fin du texte. Donc à travers les appellations c'est le mien, c'est celui d'un tel, désignant de cette manière chacun des 1000 citoyens ou quelque nombre que ce soit qui compose la cité. Ce qui m'intéresse, c'est la fin, tout en étant encore dans le doute, car il n'est pas certain qu'il ait pu faire naître un enfant et que, même une fois né, cet enfant ait survécu. Aristote relève ici le doute qui pèse sur la parentalité et qui affaiblit donc la conscience du propre. Les citoyens de la communauté ne peuvent pas percevoir véritablement comme siens ces multiples enfants parce que, en tout cas dans le cas du père, ils ne peuvent pas savoir s'ils ont véritablement engendré un enfant, s'ils ont fait œuvre, s'ils ont produit quelque chose. Ce qui fait défaut à travers ce doute, c'est la conscience que cet élément, même s'il était à partager entre 1000, est bien ou pourrait être le sien propre, qu'il est bien notre œuvre. Et donc on peut mettre en regard cette remarque critique des deux passages des Éthiques qui explicitent le rapport au propre, la fin du texte 18 qui montrait que le critère de la conscience, de la perception de l'appartenance était moins fort chez les enfants parce qu'ils avaient connaissance plus tardivement de la relation d'apparentement. Les parents sont plus conscients que ces enfants leur appartiennent,
qui sont leurs produits, et également un autre passage de l'éthique à œdème que je n'ai pas cité, mais qui souligne que chez les mères, le sentiment du propre est plus fort parce qu'elles savent mieux que l'enfant et leur œuvre. Outre qu'elles l'ont porté, elles ont souffert pour le mettre au monde, donc elles ont plus travaillé, elles ont plus fait œuvre. Et ce besoin de retrouver ce qui est à soi, d'en avoir la conscience, me paraît également en jeu dans l'objection, qui peut sembler de prime abord un peu faible, parce que purement pragmatique, à la construction, à l'idée, l'objection faite par Aristote à la construction platonicienne, l'idée que l'objection consistant à dire que les citoyens de Callipolis ne pourront s'empêcher de chercher des ressemblances, de déjouer ainsi le dispositif socratique en reconstituant du propre dans ce commun qui leur a été imposé. C'est mon texte 20. Alors, au-delà de l'objection pratique, ça ne va pas marcher, on va quand même chercher les ressemblances pour savoir qui est le fils de qui. J'aurais tendance à y lire aussi une expression de cette tendance humaine à rechercher ce propre, à tenter d'en retrouver les traces en recherchant ces autres soi-même que sont les enfants. Donc l'entreprise platonicienne qui prétendait déraciner le propre pour en éliminer ce qu'il comporte de centrifuge se voit donc critiquée parce qu'elle supprime cela même qu'elle voulait susciter, à savoir la filia entre les citoyens. Dépourvus de propre, privés des objets privilégiés de la sollicitude et du soin que sont l'idione et l'agapéton, le propre et l'objet d'amour, les citoyens de Callipolis ne parviendront pas à se sentir préoccupés ni concernés par des objets communs trop lointains, faute de cette assise dans le sentiment du soi que renvoient les enfants et les possessions, produits de notre activité. Alors, je crois que j'ai épuisé mon temps. Donc, j'en viens à ma conclusion. Du coup, je garde peut-être la suite pour la discussion, mais ce n'est pas très grave, il reste 2 petits passages. En conclusion, je voulais revenir sur ce passage, ce faux texte 8, qui disait que l'intérêt particulier, le propre, devait suivre le commun, et que nécessairement, en suivant le commun, on servirait également le propre. C'était donc le texte 6 bis de loi. Là, je n'ai pas mon exemplier. Si. Bon, voilà. Loi 9. Ce que révèle la critique aristotélicienne de la République, c'est en fait presque exactement le contraire. Aristote ne va pas jusqu'à dire quand même qu'à poursuivre immodérément le propre, on obtiendra le commun. Il n'est pas si naïf. Mais il souligne que ce n'est pas en éradiquant le propre que surgira le commun, car éradiquer le propre affaiblit et appauvrit l'être humain. C'est en cherchant ce qui est à la racine du propre, le sentiment d'exister par son activité, qu'on peut orienter cette activité vers des objets qui servent la communauté, en développant, bon là c'est la partie que j'ai sautée, mais en développant les vertus de générosité et les affections familiales, terreau de l'amitié. C'est donc sur le terrain, même peut-on dire sur le terreau du propre, que le législateur peut parvenir à susciter les vertus du commun. Merci beaucoup pour cette communication si claire et si bien structurée qui définit de façon très précise la dialectique du propre et du commun chez Platon et Aristote. Donc là, on va passer aux questions, mais j'aurais une question à vous poser dès le départ, mais c'est tout simplement, quand on lit la République, ce qui frappe, c'est précisément cette attaque concernant la famille. Donc, ce n'est pas la famille papa, maman, bébé, c'est la famille au sens large. Et à mon avis, ça faisait référence à une réalité historique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle la démocratie à l'époque de Platon était quand même une espèce d'oligarchie, c'est-à-dire que c'était des grandes familles qui, en raison de leur richesse et en raison des relations qu'ils contractaient à travers les mariages, arrivaient à prendre le pouvoir.
Donc, j'ai l'impression que dans la République, c'est une attaque justement contre les grandes familles, et c'est pour ça que la critique de l'argent, des richesses et du mariage est si importante. Et donc, ça pose à Platon le problème de savoir comment on fait des enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, et on verra aussi que dans les mythes fondateurs de la cité, c'est la cité qui devient la famille. Voilà. C'est la question que... Vous avez une lecture féodale de la société athénienne. Oui, exactement. Oui, oui. Oui, alors juste pour répondre rapidement, je pense que vous avez parfaitement raison. Effectivement, il y a cette réalité historique derrière. Mais je pense qu'au-delà de la réalité historique, il y a déjà perçu, même si ce n'est pas forcément complètement explicité par Platon, ce qu'Aristote va mettre au jour. Parce que finalement, c'est le parallèle constant entre la famille, entre les enfants, les poètes et les richesses, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la République. Là, j'ai plus la citation sous les... Mais le fait de les mettre ensemble comme des expressions de soi, donc je suis tout à fait d'accord sur l'arrière-plan historique, mais j'ai l'impression que Platon est... Non, vous avez raison, je pense qu'Aristote élargit le débat. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement une question politique ou sociologique, c'est beaucoup plus large. Voilà. Parce qu'il ne faut pas c'est pas le mistigris, hein, il ne faut pas passer les choses. Donc on va se passer. Non, je vais parler. Oui. Oui. On ne parle pas de moi. Donc, il y aurait uniquement une toute petite contradiction dans le texte par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire l'idée que le propre serait non pas contradictoire, mais plutôt le fondement de la vertu, si on peut dire. Mais là, si je prends le texte 17b, parce qu'en fait, en 17, il y a deux textes, enfin tous les deux tirés du même chapitre, mais donc il y a un 17a et un 17b, si on veut. Enfin, dans la deuxième partie, donc, on dit que semble plus généreux ceux qui ont hérité et n'ont pas acquis. Or, la générosité, dans la mesure où la générosité serait une vertu, ça semblerait que là, ce soit ceux qui ressentent moins fortement le propre, qui la pratiquent mieux comme vertu. Voilà, donc c'est ce petit point que j'ai trouvé... C'est vrai, mais je pense que là, l'idée, c'est que donc la générosité reste une vertu, mais en un sens, elle est plus difficile à atteindre. Elle est plus difficile à atteindre quand vous avez... quand vous avez vous-même travaillé pour obtenir ces richesses. Oui. Parce que finalement, donc semble être plus généreux, je pense qu'on peut le comprendre aussi, sauf au sens où extérieurement, ça paraît plus facile d'être généreux quand on a hérité. Parce qu'il n'y a peut-être pas cette résistance affective à se défaire de ce qui est le produit de notre activité. Mais après, il n'en reste pas moins que, effectivement, ça reste une vertu, la générosité, que de surpasser le propre et de donner. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ça fait partie des textes que je n'ai pas eu le temps de commenter, mais Aristote souligne bien dans le texte 22 que c'est un plaisir que de donner, faire porter secours à ses amis, donc être généreux, est un plaisir. Donc il y a une vertu à justement faire usage de ses possessions dans l'acte généreux. Mais je pense que là, ce que diagnostique ce passage, effectivement, c'est simplement que c'est plus difficile d'être généreux. Mais la valeur de la vertu de générosité demeure. Et ce que je voulais montrer dans ce que j'ai dans le dernier, les deux dernières citations, c'est qu'effectivement l'idée d'Aristote, c'est que le propre doit être matière d'une activité, matière d'un usage. Bon, c'est ça fait
ça renvoie à son idée que la vertu se manifeste dans l'action, dans l'usage, et donc effectivement, il ne s'agit pas de rester sur le propre, il s'agit justement d'en faire la matière d'une action, et donc là on rejoint un certain nombre de directions aristotéliciennes sur sa théorie des vertus, à savoir que la vertu se manifeste en agissant. Mais enfin, empiriquement, ça veut quand même dire une petite note pessimiste d'Aristote. De fait, ceux qui ont hérité sont plus généreux. Voilà. Oui. En tout cas, c'est plus facile pour eux, c'est vrai, je suis d'accord. Oui. Et merci beaucoup, c'était très clair. Je voudrais revenir sur le koinon, l'idion, l'oikeion et l'allotrion. Vous l'avez mentionné au milieu de votre exposé, puis ensuite vous parliez de propre. Donc, je ne savais plus exactement si j'avais pas toutes les pédagogues, si j'ai bien suivi. Est-ce qu'on pourrait dire que la différence entre Platon et Aristote serait justement, en ce qui concerne le propre et à ce niveau problématique de l'idion et de l'oikeion, puisque si Platon, dans la République, mais aussi par exemple dans le Lysis, comme vous l'avez mentionné rapidement, veut au final supprimer l'idion tout en subvertissant l'oikeion, c'est-à-dire subvertir la relation de famille en l'étendant notamment pour les gardiens à tous les citoyens. Est-ce que là où Platon ferait ça, une suppression de l'idion et en même temps une subversion de l'oikeion, Aristote, au contraire, ce qui dérive de la fin de votre exposé, c'est qu'Aristote semble plutôt réticent à subvertir totalement l'oikeion et que lui, il veut garder la cellule familiale et même individuelle. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas une conception anthropologique totalement différente entre les deux et que ça a un impact énorme sur la filia, puisque là où Aristote aurait tendance à partir de l'individu pour essayer de construire à partir de cette sorte d'individu atomisé et préexistant une communauté civile, chez Platon, comme l'individu n'est pas totalement donné précisément par la subversion de l'oikeion, l'oikeion le plus ultime de chacun de nous, c'est plus ou moins le bien ou le désir du bien. Enfin, à la fin du Lysis, il y aurait cette ouverture vers ça. Et est-ce que là, du coup, il n'y a pas deux options totalement différentes sur ce qu'est l'individu et donc la filia au niveau politique ? Oui, alors merci pour cette question très riche. Je répondrai déjà effectivement directement sur oui, il y a une conception anthropologique différente. Hein, là, je suis d'accord. Voilà, effectivement, qui a plusieurs traductions et effectivement, je suis d'accord avec le rapprochement que vous faites par rapport à la fin du Lysis et finalement, en fait, le vrai oikeion pour Platon. C'est le bien, hein. C'est même pas nos concitoyens. Le vrai oikeion, c'est le bien. Et ça, je pense qu'on pourrait aussi le montrer à partir de passage de la République, non seulement avec la fin du Lysis, mais aussi avec le passage de la République. Donc merci beaucoup pour cette référence. Et donc je suis tout à fait d'accord sur l'idée d'une scission dans les anthropologies. Alors, effectivement, par rapport à cette distinction des termes, bon, je reste prudente, c'est-à-dire je ne veux pas figer les choses. J'ai eu l'impression qu'on pouvait voir, en tout cas à partir des deux textes des lois et du livre 5 de la République, une différence entre ces deux termes. J'ai aussi dit que, en quelque sorte, cette différence, elle ne peut pas se retrouver telle qu'elle chez Aristote, parce que finalement, les passages de la politique, il concerne surtout, le terme qui est mentionné, c'est idion, ce qui est normal, puisqu'il est construit dans l'opposition au commun. Donc, effectivement, puisqu'il s'agit de réévaluer l'idion contre sa critique et sa volonté de suppression par Platon. Mais en même temps, les passages sur lesquels je me fonde pour essayer de faire une sorte d'archéologie de cet attachement au propre, des éthiques, là, c'est oikeion. C'est plus idion qui est tellement... Il est un petit peu dans la mention dans l'examen de la libéralité, hein, mais les passages précis du parallèle entre les parents, les richesses et les poètes, c'est oikeion qui est toujours là. Et par ailleurs, dans l'analyse de l'amitié, mais là aussi c'est à mon avis, ça c'est un autre, c'est tout à fait en lien et en réponse avec Platon, dans l'analyse de l'amitié par Aristote, le terme d'oikeion est très important au livre 9, chapitre 9, qui est une réponse, à mon avis, à l'aporie du Lysis. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, du coup, chez Aristote, on pourrait m'objecter, mais je pense que ce n'est pas une objection insurmontable, que finalement, j'applique
pour rendre compte de cette critique qui se trouve dans la politique, qui est une réévaluation de l'idiome, des analyses qui portent sur un autre terme, l'oikeion. Je pense que la critique n'est pas insurmontable, d'abord parce que les termes sont relativement substituables. Et il y a même des textes d'Aristote où ils sont présentés comme quasi synonymes, dans les topiques ou dans la poétique. Et ensuite, parce que ça me semble explicable que les chapitres de la politique ne parlent que d'idiome en quelque sorte, puisque, encore une fois, on s'inscrit dans une opposition au commun. Est-ce que je réponds à peu près à votre question? Oui, juste si je peux rebondir rapidement. Cette présence de l'oikeion chez Aristote, est-ce qu'elle garde l'idée traditionnelle familiale parce que toute la fin de votre exposé, ça m'a rappelé en fait là, ce que se pose en platonicien quand même pur Plutarque, alors dans le De Fraterno et dans sur l'amour pour la progéniture, justement l'amour pour les enfants, c'est-à-dire la Philadelphia et la Philostorgia. Et justement Plutarque, en platonicien, je pense que là il ne serait pas d'accord avec la fin plutôt aristotélicienne de l'exposé, puisque Plutarque dit par exemple que en fait il serait plus grand ou plus noble d'aimer l'enfant de son frère plutôt que son propre enfant. C'est-à-dire qu'en même temps, il reconnaît en physicien ou en naturaliste l'idée qu'on est naturellement porté à aimer nos enfants. Je suis bien d'accord, naturellement, c'est un affect naturel. Mais est-ce que justement l'idée platonicienne, c'est pas de dépasser ça et de ne pas en faire une généalogie simplement naturelle, mais de comprendre que justement métaphysiquement, il y a un niveau qui transcende cette affection naturelle qu'on peut avoir pour ses propres enfants. Oui, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous, mais effectivement, et dans ce cas-là, Plutarque est anti-aristotélicien. Donc ça, tout à fait. Et par ailleurs, c'est très intéressant que vous le mentionniez, parce que finalement, alors ça aussi, je ne vais pas en parler là, parce que je ne peux pas parler de tout, mais il me semble que ce débat, et en tout cas, a une continuité, a une suite historique dans la querelle autour de l'oikeidosis, après chez les stoïciens et chez les adversaires des stoïciens comme Plutarque. Et notamment, c'est très intéressant que même des choses assez précises ressurgissent. Par exemple, si vous regardez Long et Sedley, là, les deux textes, dans le 57 G et H, il y a un passage de Hiéroclès, le passage très célèbre sur les cercles concentriques de l'oikeiosis, où il s'agit d'étendre les cercles dans lesquels l'individu est pris jusqu'au genre humain. Et il dit qu'un moyen d'arriver à cette extension, donc pour réaliser la justice, en gros pour traiter n'importe quel individu du genre humain comme son propre enfant, le moyen c'est justement de changer la parenté, d'appeler, j'ai apporté les textes en plus, d'appeler frère celui qui n'est que cousin, etc. etc. Pardon. C'était mon nom, mais de toute façon on n'a pas le droit de boire. Et donc, exactement comme Platon nous disait de faire, exactement, en tout cas de manière assez parallèle à ce qu'on voit chez Platon. Et donc, justement, ce texte-là est mis en regard par Long et Sedley. Voilà, je vous dis juste la fin. Mais il nous faut faire aussi plus dans l'usage que nous faisons des appellations, en appelant nos cousins, nos oncles et nos tantes, les uns frères, les autres pères et mères. Cette manière de s'adresser à eux, en effet, est un signe non négligeable de notre attachement à l'égard de chacun d'eux, en même temps qu'elle active et prolonge le resserrement des cercles que nous avons indiqués. Et donc, il y a ça, donc là on serait dans Platon, et dans Plutarque, ce que vous disiez, c'est plus beau d'aimer un autre que son propre enfant. Et en même temps, donc, ils mettent juste après le commentaire anonyme au Théétès qui donne un certain nombre d'objections contre l'oikeiosis stoïcienne en disant justement qu'on ne peut pas faire ça, un petit peu à la manière aristotélicienne. Nous avons un rapport approprié aux êtres de même espace que nous, mais le rapport d'un homme à ses concitoyens est plus approprié encore, car l'appropriation augmente et diminue. Ceux dont il s'agit des stoïciens qui dérivent la justice de l'appropriation, s'ils disent que l'appropriation d'un individu envers lui-même est égale à celle qu'il a envers le dernier des Mysiens, ils sauvent la justice, mais personne ne sera d'accord pour trouver l'appropriation égale, car cela va contre l'évidence et la conscience qu'on a de soi-même. Donc finalement, là, on retrouve une sorte de continuation de ce débat, et donc merci beaucoup pour... je suis tout à fait d'accord avec le fait de convoquer Plutarque, qui, là, effectivement, est bon platoniste. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, alors,
façon, votre interprétation valide les grands partages de l'interprétation contemporaine, c'est-à-dire d'un côté un Aristote libéral, hein, c'est la thèse d'Hayek dans Droit, législation et liberté, qui, comme vous le savez, consacre une partie importante à démontrer la pertinence de la constitution parfaite aristotélicienne, et puis de l'autre, évidemment, on pense à la tradition communiste, à l'importance du texte de la République chez Alabadjou, par exemple. Et donc, vous partagez, vous validez ce partage entre les deux grands auteurs canoniques du point de vue de l'interprétation politique contemporaine? Alors, bon, je ne connais pas bien l'interprétation politique contemporaine, enfin, j'en connais des grandes lignes, donc je ne me prononcerai pas de manière très précise. Oui, en tout cas, ce que j'ai commencé par montrer, c'est que finalement, enfin, ce que j'ai commencé par dire, c'est que, bon, l'intérêt de cette critique, c'est qu'effectivement, c'est une première critique historiquement. On peut dire que c'est critique d'Aristote, c'est que c'est une première critique du communisme. Donc, de ce point de vue-là, oui, je ne remettrai pas en cause ce partage. Oui. Parce que Hayek, vous avez bien noté l'importance chez Aristote de ce partage des plaisirs et des peines. Hein, et Hayek, évidemment, utilise ce partage pour justifier l'importance du marché qui est le véhicule de ce partage des plaisirs et des peines, hein, dans la logique économique libérale ou néolibérale qu'il défend. Donc, il y a là, autour du propre, autour du partage du plaisir et des peines, une construction très forte, hein, une interprétation, une capture très forte d'Aristote par cette tradition-là, que votre lecture valide, ce n'est pas de critique. Hein. Oui, bah, effectivement, il faudrait que j'aille voir les textes de près, parce que c'est vrai que là, je ne les ai pas en tête, mais oui, ça m'intéresserait justement de les reprendre. Oui, Monsieur Bertrand. Oui, il y a une extraordinaire actualité de ce dont vous avez parlé aujourd'hui. En effet, les franciscains défendaient la pauvreté radicale, c'est-à-dire le fait de ne pas être propriétaire, même du sandwich que l'on mange. Le pape Jean XXII, très opposé à ces vues-là, et qui était juriste, disait que si l'on mange un sandwich, c'est bien qu'on en est propriétaire, puisqu'on ne peut pas le rendre. On ne peut pas emprunter un sandwich, c'est-à-dire se contenter d'en faire usage sans en être propriétaire. Et donc, pour les franciscains, c'était le pape qui était propriétaire des couvents, et le pape, évidemment, s'est retrouvé chargé de l'entretien, de la construction, de tout, pendant que les franciscains, eux, soi-disant non propriétaires de rien du tout, étaient justement libérés de toute charge. Alors, votre texte numéro 16 a été invoqué à cette époque, car ce qui est commun à beaucoup de monde reçoit fort peu de soins, c'est-à-dire les franciscains, ne possédant rien, devaient gaspiller. En effet, on se soucie avant tout de ce qui est propre et moins de ce qui est commun. Donc je suis très heureux de découvrir la source aristotélicienne de cette critique, et je trouve qu'il y a des enjeux formidables, tout à fait extraordinaires, parce qu'on n'aperçoit pas dans le communisme platonicien, moi non plus, j'y avais jamais pensé avant d'entendre votre exposé, mais on n'aperçoit pas dans le communisme platonicien quelque chose qui reçoit une certaine réalisation dans la pauvreté radicale au sens franciscain. Ben, je vous remercie pour ce parallèle, effectivement. Je ne sais pas du coup, il faut dépenser, je sais pas. Mais effectivement, les gardiens sont entretenus par la cité. Ils sont entretenus par la cité. Oui, mais
simplement, le point de vue platonicien consiste à dire que je suis attaché au bien commun beaucoup plus que si j'étais attaché à mon bien propre. Bon. Or, l'hypothèse des religieux franciscains, c'est le contraire. C'est je ne suis pas attaché à aucun bien propre, donc j'en prends beaucoup de soin. Mais justement, le pape Jean XXII a refusé cette pauvreté franciscaine. Donc le conflit a pris une... s'est incarné en quelque sorte dans cet exemple historique que je vous donne. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'entre Platon et Aristote, il ne s'est agi que d'un conflit purement théorique. C'est ce que je pensais avant de venir aujourd'hui à votre exposé. Et puis en découvrant ce texte 16, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en réalité, les enjeux sont formidables. C'est aussi la question qui est tout de même importante dans le débat écologique, la fameuse tragédie des communs, la thèse de Garrett-Hardin de 68, qui est une thèse importante qui se vérifie ou qui ne se vérifie pas selon les cas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum d'attachement propre, il n'y a que de l'usure sans garde, sans protection, sans toute la partie transmission que la propriété, que le droit de propriété craignait. Bon. Alors il y a tout un débat à partir de cela, c'est la question des communs qui évidemment trouve sa racine dans l'exposé de Charlotte Nourgier, assurément. Donc la question des communs, qui est une question tout de même très présente aujourd'hui dans le débat politique, a tous ces éléments ici. Je voulais par ailleurs juste faire une précision par rapport à une question qui m'a été à la remarque précédente sur Plutarque. J'ai oublié de préciser que, je ne sais pas si je l'ai fait, mais bien entendu Plutarque est anti-stoïcien. Donc par ailleurs, il va fortement critiquer l'obstétrique qui est aussi stoïcienne. Je ne voulais pas du tout dire que c'est pas dans cette optique que j'avais convoqué les deux autres textes, et pour montrer juste la continuité du débat. Il faut préciser ça, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a une actualité de cette controverse, une actualité politique. Enfin, là, j'en suis persuadée. Très fort. Et effectivement, actualité qui va croissante, je pense, avec la réflexion sur ce qui est commun. Oui, la critique de la propriété privée est en filigrane derrière la critique du propre. Parce que l'hypothèse des libéraux, des économistes libéraux, c'est que lorsque c'est l'individu qui s'occupe de ses affaires, que les choses sont beaucoup mieux, plutôt que lorsque c'est l'État, point de vue universel, qui s'occupe de toutes les affaires, point de vue universel. Et donc, derrière la critique de la propriété privée, on retrouve la critique platonicienne contre le propre. Avec évidemment ce qui va avec, qu'on oublie tout le temps, et qui est cette théorie tout à fait extraordinaire, selon laquelle les gardiens réussiront, dans le détachement à l'égard du propre, à être plus attachés à ce qui est universel. Ce qui est vraiment l'hypothèse majeure de la théorie platonicienne, je m'en rends compte en vous écoutant. Oui, mais ça implique de profondément réformer l'humain. Bien. Ah oui, Merci.